Bonjour Jean-Marc, Bonjour. ça va? Oui. Fou du bic, Fou du bic, entre autres. entre Oui. autres. Fou tout court. Ouais, fou tout court. Moi j'aime bien les fous, donc tu sais que tu inaugures le côté masculin des interviews portraits, puisqu'en fait je me rends compte que j'en ai pas encore fait, donc il faut un petit peu de masculin dans ce monde Quelle pour charge faire sur mes épaules. l'équilibre. Ça va, Quelle tu vas charge. pouvoir Mes épaules reporter ça. frêles et fragiles, en plus. Je vois que tu as un outil dans tes mains, là. Tu as un stylo bic. Et je cherchais quelque chose à quel me raccrocher face à une interview dont j'ignore tout encore, donc voilà. Là D'accord. j'ai une bonne prise, là j'ai de quoi m'accrocher, j'ai mon stylo dans la main. Ton objet fétiche? Non, pas du tout, je suis pas fétichiste. C'est juste qu'il traînait là sur la table. D'accord. Et comme j'aime pas avoir les mains vides, c'est un réflexe d'ancien fumeur ça, toujours avoir les mains occupées. Ah, d'accord. Alors qui vrai. es-tu? Parce que là je parle d'un fou du bic, mais Ouais. pour moi tu es un grand artiste. Waouh. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ça? Qui est Sur Jean-Marc Crinier? Qui est MO2 Factory? Ah, oula. Beaucoup de choses à raconter. Alors, on va y aller dans l'ordre. Qui est Jean-Marc Crinier? Un individu lambda de bientôt 52 ans dans quelques jours, qui a pas mal de choses d'effectuer déjà dans sa vie, qui continue à faire pas mal de choses, qui a une profession qui n'a rien à voir avec le côté artistique, et le côté artistique n'est absolument pas une vocation première, puisque je n'ai pas de formation dans ce domaine, je suis entièrement autodidacte. Par contre, j'ai toujours été passionné du dessin. Aussi loin que je remonte, étant môme, pour être tranquille, il suffit de me donner une feuille de papier, un crayon, et on pouvait être tranquille pendant une après-midi entière. Et je m'inventais mes histoires, je me faisais ma petite vie à moi dans mon coin tranquillement sur du papier. Et c'est resté, le dessin a toujours été après pour le plaisir, toujours pour le plaisir, jamais rien d'autre, jamais par profession ni quoi que ce soit, purement du plaisir. Et t'étais dans ton quotidien, tu faisais ça, c'était un peu pour te créer un univers, ou dans ta famille tu avais déjà des influences? Non, pas d'influence dans la famille, je me suis vraiment débrouillé tout seul à ce niveau-là. J'ai toujours adoré tout ce qui était graphique. Graphisme même, de par le biais de tout a commencé avec la bande dessinée évidemment. Oui. Donc les premiers émois en lisant les Tintins et la ligne claire et compagnie, découverte de tout ce qui pouvait exister, d'autres formes de dessin, en grandissant les BD un peu plus science-fiction, des productions pilotes, les productions fil glacial, des choses comme ça. Donc ça a bien nourri l'imaginaire, la littérature qui est venue renforcer tout ça. Donc obligatoirement, quand on est pas mal rêveur, quand on aime bien dessiner, qu'on a pas mal de champs d'intérêt en littérature, en cinéma ou autre, et à un moment on essaie de mettre tout ça sur papier. Quand ça s'est vraiment développé, on va dire c'était l'univers médiéval fantastique qui a été le premier tremplin pour m'amuser d'une part, et puis je me suis rendu compte que ça plaisait autour de moi et qu'on me sollicitait pour faire des affiches, pour faire des illustrations, des choses comme ça, à titre amateur. Donc je me suis beaucoup amusé avec ça. Donc j'ai toujours griffonné sans jamais me prendre au sérieux, sans jamais être pris vraiment au sérieux non plus. Jusqu'à il y a... donc ça a duré quand même pas mal d'années. Avec plein de choses en parallèle. Hein. J'ai toujours aimé bricoler de mes mains également. Donc j'ai même fait de la fabrication de décors pour des châteaux, pour des GN grandeur nature, des jeux de rôle, des choses comme ça, pour des animations médiévales. Ça expliquera un peu le factory après du nom, après j'y reviendrai. Et donc jusqu'à on est en 2016, donc il y a bientôt 7 ans de ça, j'ai pris la décision de me créer un univers propre. Donc voilà. Là, j'ai décidé de faire table rase de tout ce que j'avais pu faire auparavant et de vraiment développer quelque chose de personnel. Et tant qu'à faire, aller jusqu'au bout, le développer avec un outil qui sort de l'ordinaire. Et c'est par accident que le dévolu a été jeté sur le stylo à billes. Parce que fonctionnel, parce que partout, dans tous les tiroirs, et qu'à un moment précis dans ma vie, il était dans ma main. Alors pourquoi le MO2 Factory? Quand ça a pris un petit peu d'ampleur, je me suis dit qu'il faut avoir une signature qui m'est propre, puisqu'il y a Jean-Marc Crinier à côté, j'ai mon boulot, j'ai ma vie, et il y a le côté artistique où je me prends pas au sérieux pour autant, mais tant qu'à faire, autant faire un petit pied de nez. Donc le MO2 Factory, c'est un surnom, le MO2, un surnom que je traîne depuis le collège. Ah, ok. Pour revenir sur vraiment les origines, donc on est au collège, j'ai 13 ans, 14 ans, je fais ma crise de croissance,
puisque au jour d'aujourd'hui, je plafonne à mon 1m95-96, donc qui est quand même une taille assez honorable. Ma crise de croissance, je me mets à dépasser tout le monde. Et malheureusement, à cette époque-là, passe un dessin animé à la télé qui s'appelle Momo et Ursule. Seuls les plus anciens s'en souviendront. Où Ursule est un petit chien à casquette et Momo est un gorille géant qui dépasse de partout. D'accord. Il dépasse les maisons, il dépasse les gens, il dépasse. Et au collège, je dépasse. Et rapidement, le surnom m'est venu, mais il m'est tellement venu qu'il m'a suivi partout, tout au long de ma vie, carrière professionnelle ou autre. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui me connaissent sous le nom de Momo, mais ils ne connaissent pas mon nom. Alors que pourtant, ils me connaissent très bien. Mais si je leur dis mon nom de famille, Jean-Marc Rigny, ouais, je crois que je connais, mais voilà. Donc c'est tellement resté que j'en ai fait ma signature de dessin. Ok. Si ce n'est que je l'ai un peu raccourci sur les propos tenus par un ami qui m'avait fait le MO2 au carré, puisque mot deux fois, c'est MO au carré. Donc ce MO2 est venu comme ça. Et la Factory, c'est un petit clin d'œil, un petit pied de nez un peu à la Factory d'Andy Warhol, des choses comme ça. Le côté atelier, le côté usine, que j'avais dans mon garage. J'ai un grand garage qui a servi pendant des années à fabriquer des décors, à fabriquer des choses, donc voilà. Il se passait toujours quelque chose dans cet endroit-là qui était tout sauf un garage. Donc c'était la Factory, c'était devenu l'atelier. Donc voilà, j'ai gardé cette petite appellation qui accroche l'œil en plus, c'est bien au niveau de la com, c'est sympa. Ça accroche bien, ça interpelle. On s'en rappelle en fait. Donc MO2 Factory, c'est quoi ce truc? On vient voir et quand on voit ce qui est fait, bon d'accord, puis quand on voit avec quoi c'est fait, on fait ah, là il se passe quelque chose. Oui. Donc j'arrive à interpeller 2 fois. Ah, nous en plus, triple sens, MO2, tu interpelles 2 fois. 2 fois, oui, bien. Bien. Bah, moi, tu dois interpeller, de toute façon, dès que je t'ai vu, c'était à l'Ouvral la première fois. Oui. Quand tu avais fait une résidence. Résidence à l'Ouvral sur invitation de Franck Marco, où un fabuleux directeur de salle nous a confié un espace magnifique pour une semaine, où on avait le droit de faire ce qu'on voulait. C'était magique. Ma première expérience dans ce domaine-là, j'avais jamais fait ça auparavant. J'étais un néophyte total dans la matière, et là, c'était un moment magnifique et merveilleux avec Thierry Robrecht, un fou furieux peintre belge magnifique, et Sophie Stahl, donc qui était à l'époque photographe, mais aussi aquarelliste, même si elle est maintenant beaucoup plus photographe que aquarelliste. Et donc Franck Marco, qui est un musicien, batteur fabuleux, qui avait décidé de faire le rêve de sa vie, réunir ses 2 passions, la peinture et la batterie. Avec une accent drumming, donc 8 peignants jouant de la batterie. Oui, lui c'était aussi fabuleux ça, moi j'avais halluciné. Voilà. Donc c'était la première rencontre en effet sur cette fois-là où tu t'amusais à peindre le visage d'une certaine personne. Moi aussi j'ai conservé le souvenir. C'était drôle. Du coup j'ai découvert ton univers qui est très... Moi j'y vois un mélange de mécanique, mais aussi de féminité. Ouais. Que tu as c'est les 2 axes principaux. Le corps féminin, bah oui, on peut dire que c'est une passion. J'adore les formes féminines parce que ce sont des formes qui vont être rondes, qui vont être courbes, qui n'ont pas la prétention d'être musclées, d'être prétentieuses, ni quoi que ce soit. C'est juste rond et généreux. C'est ce qui fait aussi l'intérêt. Et le biomécanique, ça c'est un petit jardin secret, une petite passion justement qui décline un peu de mes antécédents Heroic Fantasy et compagnie, jusqu'à la découverte d'un individu qui s'appelait, malheureusement il est décédé, Gary Giger, qui était le maître de tout ce qui était la naissance des univers biomécaniques, puisque c'est lui qu'on doit notamment, dans les choses les plus connues, le film Alien, l'image, tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est représentatif du moins au niveau du graphisme, au niveau du design, c'est Gary Giger qui a tout créé. Donc ça donne un peu une idée du style un peu dur, un peu mécanique, mais en même temps vivant, agressif. Alors, j'ai laissé un peu la forme agressive de côté, mais je m'amuse à mélanger de l'humain, du mécanique, il y a des rouages, beaucoup de rouages dedans, ça c'est le côté steampunk un peu qui ressort. Tout ça, ça donne naissance à des choses assez... Comment je pourrais appeler ça? Peut-être surprenantes, en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Oui, de toute façon, tes dessins ne laissent pas indifférent. Et uniquement, donc, je travaillais au stylo à billes. Toujours le stylo à billes, uniquement le stylo à billes. Donc, ce sont des dessins qui peuvent aller jusqu'à 40-45 heures de travail pour les formats les moins importants. Ça peut aller jusqu'à plus de 80 heures de travail pour les formats les plus grands. Donc, de la patience, se redonner du temps, réapprendre à se donner du temps. Oui. Et se vider la tête, c'est ça qui est merveilleux. Ça vaut toutes les thérapies.
Je pense, de toute façon, t'es focalisé après sur ce que tu fais. C'est hypnotique. Donc, ouais. C'est hypnotique, donc voilà, t'es dans mon atelier qui n'en est pas un, puisqu'on est en plein dans le milieu de la maison, et il faut savoir qu'en même temps, voilà, il y a toujours de la lumière importante pour les yeux, pour que ce soit posant, et la musique qui là n'y est pas pour pas couvrir les paroles, mais il y a toujours la musique qui est derrière, qui va avec. Il y a des univers musicaux qui correspondent à tout ça. Et j'ai besoin de cet ensemble-là pour être bien, pour me poser. Ouais, je comprends. Tu poses, et en fait, là, on est dans ta maison, mais en même temps, cet espace, on sent qu'il est vraiment dédié. Il est en plein milieu, ça, il est en plein cœur. Il est en plein cœur. On est dans ton univers plongé, j'adore. Vous voyez pas les images, mais moi je les vois et je vois plein de tableaux partout. J'adore. Comment ça se passe ton processus de création? Quand tu as de l'idée jusqu'à la création, comment ça se déroule? L'idée, elle est souvent assez floue. C'est juste l'envie de me lancer un défi. À chaque fois, chaque dessin est un défi. Ah, ok. C'est un défi dans le sens où il faut arriver à rendre quelque chose. Si je prends l'exemple du dessin sur lequel je travaille actuellement, je suis parti sur l'idée d'un corps, mais que j'ai totalement déstructuré, puisqu'il n'est représenté que par des traits, par des cônes. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, juste avec des mots. L'idée, c'est d'arriver à rendre un corps uniquement avec un stylo à billes, tout en amenant dans le dessin des nuances qui vont permettre de voir des volumes. Voilà le défi de base. Et le défi ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se dire que si on prend dans les biomécaniques où c'est encore plus flagrant, avec un seul stylo à billes noir, on peut arriver à avoir plein de tons de gris différents, selon comment on va utiliser le stylo. C'est fait qu'on peut arriver à avoir des effets de profondeur, des effets de superposition, alors que c'est toujours le même stylo qui fait le boulot. On peut aller d'un noir profond, à partir du moment où on va charger en encre, sans jamais écraser justement le papier, surtout pas marquer le papier. Donc ça veut dire plusieurs passages, d'où le temps que ça prend. Ou alors des techniques de hachurage ou de pointillisme qui vont permettre d'amener des nuances, des ombrés ou des choses comme ça. Donc l'idée, le défi, c'est un seul objet, celui que j'ai dans les mains. Là, c'est un bon vieux stylo, je ne vais pas citer la marque, le plus connu de tous. D'accord. Noir, j'aime bien travailler aussi avec le bleu indigo qu'il propose. J'ai déjà travaillé avec le rouge, j'ai encore jamais travaillé avec le vert. Un jour, ça viendra. Pour l'instant, j'ai pas encore utilisé le vert. Voilà, ce sont les 4 couleurs de base de cette marque bien connue. Donc le premier défi, c'est ça, c'est de me lancer, voilà, tiens, j'ai envie de faire un corps, mais qui n'est pas vraiment dessiné comme un corps. Il n'y a pas de trait fini qui dessine. Voilà, le galbe de la hanche, le courbe d'un rein, des choses comme ça. C'est juste en fait des formes qui vont donner à l'œil l'idée que c'est un corps. Après, c'est une interprétation personnelle. Donc je vais définir, alors je prends un bon vieux critérium de base, juste pour définir les formes extérieures. Par contre, à l'intérieur, comment ça va se découper, comment ça va se construire, j'en sais rien au départ. D'accord. Ça va se nourrir au fur et à mesure que j'avance dans le dessin. Il est accroché là devant moi, il est au mur. Je vois des choses dedans, je dis tiens, là il va falloir que j'aille dans ce sens-là. J'arrive à visualiser des idées, mais après, une fois que c'est devant moi, c'est le crayon qui part en roue libre. Il n'y a pas vraiment de construction autre que ça. Si c'est un biomécanique, je sais que je vais faire un cadre, parce que j'ai toujours un cadre autour qui maintient, qui contient un peu les éléments. Je suis parti sur un visage dans lequel est venu se greffer des pièces métalliques, des choses comme ça. Je suis incapable de dire, quand je commence le dessin, à quoi il va ressembler à la fin. Ah, c'est intéressant ça. Je n'en sais rien du tout. J'ai une idée vague de ce que j'aimerais essayer de faire. J'ai bien essayé. Et ensuite, je me laisse porter en fonction des traits. Alors après, c'est compliqué à expliquer. Je suis incapable d'expliquer. Ça se fait naturellement. J'arrive, comme je dis toujours, entre guillemets, à voir en 3 dimensions. Ah, ok. Donc j'arrive à voir à quel moment je dois arrêter un trait, parce qu'il y en a un autre qui va le croiser à cet endroit-là. Je le sens. Et voilà. Là, il va falloir que j'arrête, parce que si je croise là, je sais qu'il va se passer quelque chose. C'est facile à dire comme ça, c'est très compliqué à expliquer le processus qui est derrière. C'est instinctif, je sais pas, mais ça se fait naturellement. Et donc le dessin évolue au fur et à mesure et je sais pas du tout vers quoi je vais. Il y a un moment où je me dis, là stop, faut que j'arrête. Il y en a assez, c'est pas la peine d'en rajouter, sinon ça va être de trop. Et c'est le plus dur à faire ça. Oui, ça doit pas être évident. C'est de savoir à quel moment le dessin est terminé. Parce qu'il n'y a pas de limite justement au champ, sauf que si on va trop loin, ça va être trop chargé et il n'y a plus cet effet de profondeur, il n'y a plus ces formes, il n'y a plus ces choses-là. Donc le plus dur, c'est pas de le commencer, c'est de l'arrêter.
Je comprends, surtout quand tu passes des heures dessus. C'est ça, ouais. Comme c'est hypnotique, justement, il faut savoir s'arrêter, prendre du recul, l'accrocher au mur, le regarder de loin. Prendre du recul, c'est un aspirateur sinon. Oui. Donc voilà le processus. Est-ce que c'en est vraiment un? Je ne sais pas. Bah si, c'est un processus. Enfin, c'est très intuitif en fait. C'est totalement intuitif. Ouais. Sauf quand je me lance. Voilà, après je me lance des petits défis techniques. Il y a une série avec des instruments donc le dessin est plus réaliste là. Là, on est dans le défi technique qui était destiné aussi à apprendre à travailler le trait, à le maîtriser. J'avais essayé des choses sur du biomécanique où je me rendais compte que c'était pas assez clair pour moi. Donc ces petits défis comme là, cette guitare qui accroche au mur, qui est un petit clin d'œil à des amis musiciens, où là, je suis parti à partir d'une photo là par contre, où j'ai essayé de reproduire. D'accord. Là, je suis vraiment dans la reproduction. Chose que j'évite de faire au maximum parce que je n'aime pas reproduire. J'aime bien laisser justement. On me dit souvent, est-ce que tu ferais des portraits, choses comme ça? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ça m'amène à être enfermé dans une boîte où je peux pas sortir. Parce qu'il faut faire le portrait, il faut représenter la personne, il faut que ce soit. C'est trop contraignant pour moi, j'ai pas envie. J'ai besoin justement de pouvoir laisser le crayon partir dans. Si à un moment dans le visage, il y a une ouverture qui se crée parce qu'il y a des câbles qui en sortent des choses. Voilà. Oui. Ou alors, il faudrait que ce soit un portrait qu'on te demande on te donne une personnalité de quelqu'un, que tu puisses faire un portrait par rapport à ça. Là, c'est envisageable. Ah oui, d'accord. Là, c'est envisageable. Et qu'on me dit, voilà, fais ce que tu veux avec. Ouais. Là, c'est différent. Parce qu'une fois, j'avais vu que tu avais fait ça, je trouvais ça magique. J'avais une demande à partir d'une photo de deux sœurs qui étaient côte à côte. On m'a demandé si c'était possible. Donc, j'ai commencé à expliquer que non, en effet, je ne faisais pas. Sauf si on me laisse faire quand j'ai envie. Et là, j'ai regardé cette photo et j'ai découpé en fait cette photo pour ne garder qu'un œil de chacune côte à côte. Donc en fait, juste deux morceaux de visage avec juste les yeux, un œil de chacune côte à côte. Donc c'est une forme de visage déstructuré. Et là, je me suis amusé à partir de ça en essayant d'être le plus réaliste possible, mais en découpant, en transformant la photo d'origine. Là, ouais, pourquoi pas. Mais il faut que j'ai cet espace de liberté, sinon je m'ennuie. Ouais, je comprends. C'est trop. Je m'ennuie. C'est trop académique. Et si je m'ennuie, je vois pas l'intérêt. Voilà. Ça sert à rien. C'est une passion. C'est vraiment par plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, je vois pas l'intérêt. Je suis d'accord. C'est quoi ton moment préféré quand tu crées? Le soir. Le soir, la nuit. J'ai un métier où parfois je finis tard. Je rentre chez moi à 22h30. C'est un moment propice où se poser. Se laisser partir, mettre la musique justement, se laisser emmener dans une espèce de monde un peu hors du temps et puis à ce coup ouvrir les yeux, regarder l'heure et dire 2h du matin, peut-être falloir lever le pied. Ouais. Parce que voilà, c'est un moment propice à ça. Un petit côté d'oiseau de nuit que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un moment vraiment agréable pour créer, pour dessiner la nuit. Il y a une ambiance complètement différente, il n'y a plus les bruits à l'extérieur, il n'y a plus tout ça. Et on est dans un autre univers. Et ça, j'ai toujours, aussi loin je me souviens, j'ai toujours adoré ce moment vraiment propice à ça. À ce que la journée, je suis trop sollicité par plein de choses, d'être attiré, il y a un rayon de soleil dehors, j'ai envie d'aller balader dehors, j'ai envie d'être dehors. Alors que la nuit, voilà, c'est un moment où on peut se poser, où on est seul avec le crayon et la feuille de papier. Ouais, j'imagine super bien la scène en plus. Du coup, je te revois à l'Ouvral et du coup, je t'imagine là le soir, je te vois bien comme ça. Avec juste une lampe, voilà, cette lampe qui est là, parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de lumière sur l'endroit où je dessine pour les yeux, pour pas fatiguer les yeux. J'ai la chance de ne pas encore avoir de lunettes, chouette. Et j'y fais attention à ça, mais c'est agréable d'avoir aussi une bonne lumière pour pouvoir travailler. Et donc, tout le reste étant éteint autour, aussi bien au niveau des sons que de la lumière, justement, juste cette lampe là, ça permet d'avoir vraiment un environnement, voilà, tout est refermé, tout est resserré autour du dessin. Et après, l'esprit permet ça part en roue libre. Magnifique. Il y a des projets, des dates à venir où on pourra te voir travailler ou voir tes œuvres en tout cas? Travailler, c'est un bien grand mot. Même si je pourrais être je crayonne toujours un peu devant les gens pour qu'ils comprennent un petit peu le processus, comment avec un stylo à billes on arrive à faire certaines choses. Donc les prochains rendez-vous à venir sont pour le mois d'août sur un charmant petit village à côté de Fourmies qui s'appelle Féron. Donc les Féronards qui organisent tous les 2 ans une superbe rencontre. Ce petit village devient un village artiste à temps plein pendant 4 jours, donc du 12 août au 15 août, du vendredi 12 au lundi 15 août. Et là, les habitants ouvrent leur garage, leur grange, la bergerie, la maison de la grand-mère
pour aller accrocher différentes œuvres d'artistes de tous bords, de tous coins, que ce soit des photographes, des peintres, des sculpteurs. Il y a du théâtre de rue, il y a des spectacles dans un grand chapiteau, il y a plein de choses pendant les 4 jours. Et c'est vraiment un lieu très très agréable. Donc ça, franchement, j'invite les gens qui ont la possibilité de venir. Donc du 12 au 15 août, c'est vraiment, donc le lieu c'est Féron, le petit village de Féron, les Féronards, ça s'appelle. C'est une manifestation qui existe depuis de nombreuses années maintenant et qu'il faut vraiment encourager au jour d'aujourd'hui parce que ça donne accès à plein d'artistes débutants, mais aussi justement des spectacles de rue, des choses comme ça, des choses qu'on ne voit pas habituellement ailleurs. Donc il y aura ça, et après ce sera le prochain rendez-vous, ce sera donc, je ne vais pas dire de bêtises sur les dates, mais je crois que c'est 31 septembre, 1er octobre, c'est les portes ouvertes ateliers d'artistes organisés par le Conseil Général, où là les artistes ouvrent leurs portes au public, de manière à ce que le public puisse les rencontrer dans leur lieu de création. N'ayant pas vraiment un lieu propice à ça, par contre, je suis invité par une personne que tu as donc eu l'occasion de rencontrer, qui est Laurette Dardenne. C'est le village de, je ne sais plus, de Bétigny, je crois. Non, pas Bétigny, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, il suffit de se référer. Il y a un site, le POAA, Porte ouverte atelier d'artistes. Il y a un site où tout est référencé. Il y a des artistes à rencontrer. De toute façon, c'est sur 2 ou 3 dates, tout ce week-end-là, dans tout le département de Nord-Pas-de-Calais. Donc ça permet d'aller visiter les artistes chez eux ou dans des lieux où ils se rassemblent pour proposer des œuvres vraiment à un maximum de monde. Voilà. Super. Après on verra. Oui, après on verra. Je ne sais pas. Après j'en sais rien, je verrai. Quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Il y en a un, mais il est assez... c'est un rêve frimeur. Bah vas-y, fais un rêve frimeur, on s'en fout. Une expo perso dans une grande ville. Ça j'adorerais. Aller me confronter un petit peu, sortir un peu du cadre de la Vénois ou du Valenciennes où j'ai eu l'occasion d'exposer. J'ai eu l'occasion de faire ma première expo solo, donc à Fresnes-sur-Escaut, au musée vivant des enfants, qui a été un accueil adorable. Et me confronter tout seul, non pas avec un collectif, tout seul, face au regard du public. Et ça, c'est une expérience qui est d'une richesse. En plus, j'ai eu l'occasion d'accueillir des écoles, des choses comme ça. Donc si j'avais un rêve fou un jour, ce serait de pouvoir me dire, tiens, voilà, être invité à faire une expo sur une grande ville, juste pour avoir un public plus citadin, peut-être plus averti, je sais pas, mais un regard autre que celui du secteur, et puis quelque part pouvoir présenter un petit peu ce que je fais ailleurs. Donc voilà, ça reste malgré tout un rêve assez soft. C'est réaliste. Mais après c'est un petit peu mon ego là qui se laisse aller, je pense. Ton ego, n'importe quoi. Ça mérite d'être vu, d'être... pourquoi pas, justement. Tout à fait. Après des rêves, j'en ai plein des rêves, mais j'en ai trop. J'en ai trop des rêves. Mais il faut en avoir de toute façon. Tout à fait. C'est important de rêver. Tout à fait. Et je sais que tu sais de quoi tu vois. Je sais. Et je vais terminer avec ma question que j'adore toujours poser. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? C'est quoi ça? Tu sais pas ce que c'est? Je sais que tu fais exprès. Ce qui me plaît le plus, moi, mon niveau, puisque c'est quelque chose que je me suis amusé à suivre depuis un petit moment, c'est de découvrir d'autres choses. Grâce au Pink Power Tour, j'ai découvert des gens qui font des choses, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Mais c'est ça l'intérêt, justement, c'est une fenêtre ouverte. Enfin, même une porte, on peut dire, parce qu'après on a des contacts pour pouvoir rencontrer les gens. C'est une fenêtre ouverte sur des gens qui font autre chose que ce que l'on voit habituellement. Et que c'est autre chose que ce qui est proposé habituellement. Je sais que tu as rencontré des gens qui font des choses dans un dojo, tu as rencontré des gens qui créent des univers très colorés. Et ça c'est vraiment la source, et c'est dans ce sens-là où je t'encourage pleinement à continuer, parce que justement c'est une fenêtre. Là, tu viens d'ouvrir la fenêtre sur moi. S'il y a des gens qui ont envie de passer la tête par la fenêtre, dire un petit bonjour, ce sera avec grand plaisir. Oui. Et puis voilà à quoi ça sert pour moi. C'est beau, j'aime bien. Ça me donne encore en plus envie de continuer en fait. Transforme-le en porte-fenêtre, ça sera encore mieux. Merci Jean-Marc. De rien Marie, au plaisir. À bientôt.